Alors, merci. Il y a combien d'entre vous qui intègrent déjà les médias sociaux dans vos campagnes? Levez vos mains. Alors, environ presque la moitié. Là. Génial. OK, super. Probablement, beaucoup de ce que je vais vous présenter en ce moment, c'est des choses que vous allez déjà connaître. La façon qu'on va structurer ça, c'est que C2, c'est un client avec qui on travaille. Et je vais faire comme une demi-heure environ au début. Puis après ça, on va parler avec C2. Puis s'il y a des questions entre-temps, là, moi, j'aime beaucoup qu'on me dérange pendant que je fais les conférences. Alors, s'il y a une grosse question, levez votre main, on va y aller tout de suite. Alors, commençons. L'année 2009, c'est une année importante dans l'histoire de l'humanité. OK? Pas juste dans l'histoire du marketing, mais dans l'histoire de l'humanité, on a produit plus de données sociales en l'année 2009 qu'on avait fait dans l'histoire de l'humanité écrite. Grosso modo, non? Le premier pétroglyphe réalisé 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est une forme de données sociales jusqu'en 2009. Ça n'égale pas qu'est-ce qu'on a fait en l'année 2009, elle seulement. Alors, on va vous donner une idée de l'ampleur de la révolution qui se passe. Parce que vraiment, c'est une révolution de données sociales qu'on vit en ce moment. Il y a en 2011, quand j'ai fait la première version de cette conférence, il y avait 48 heures de vidéos par minute qui sont uploadées sur YouTube. Par minute. C'est une idée de ce qui se passe par minute. Il y avait 98 000 tweets par minute, 168 emails, parce que les courriers électroniques, c'est une forme de données sociales. Quand on dit données sociales, ici, on ne parle pas seulement des médias sociaux, mais on parle de tout ce qui est une donnée écrite digitale par un humain vers un autre. Tumblr faisait que commencer. Et même hier soir, j'ai partagé sur mon compte Twitter que Tumblr maintenant a dépassé Instagram en termes de croissance cette année. Le succès de Tumblr est vraiment comme impressionnant. Puis c'est quelque chose que c'est pas vraiment connu. Les gens n'adressent pas encore Tumblr d'une façon très sérieuse. Et dans le temps, on avait toujours Flickr en 2011, qui faisait 6600 photos par minute. Mais aujourd'hui, on est rendu à 126 heures de vidéos. Ça, j'ai tout été sur les sites propres à eux-mêmes pour aller chercher les informations où je pouvais. 126 heures de vidéos uploadées par minute à YouTube. Twitter, un facteur de 5 depuis 2011. Et maintenant, j'ai même plus pu trouver combien de nouveaux comptes qu'il y a par minute sur Twitter. J'ai essayé de chercher partout, là, mais c'est plus une information qu'ils donnent. Les courriers électroniques, ça n'a pas fait la même explosion que Twitter, par exemple, mais quand même, ça augmente toujours. Et les courriers électroniques, c'est toujours une bonne forme de données sociales. Et Tumblr, qui a littéralement explosé aussi, qui a fait un facteur de 4. Mais, quand on regarde Flickr, la dernière donnée que j'ai pu trouver sur Flickr, puis ça, il ne l'affiche plus non plus, Flickr a fait s'est implosé complètement. Alors, la révolution des données sociales, c'est pas que tout est en expansion, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de s'écraser en même temps. Okay? C'est qu'il y a c'est pas une explosion qui est juste uniforme partout, c'est que, par exemple, il y a Tumblr maintenant qui explose, Instagram, tout le monde voulait parler Instagram, mais c'est pas le bon canal pour beaucoup de personnes. Et qu'est-ce qui a tué Flickr? Mais c'est Instagram. T'sais, Flickr ont resté avec des caméras. Qui se promène aujourd'hui avec une caméra digitale? Mais personne, c'est tout basé sur ses téléphones. Et Flickr a fait l'erreur monumentale de dire, mais non, nous, on est des vrais photographes. Et quand tu mets ta photo sur Flickr, il faut que tu mettes la caméra avec laquelle tu l'as faite. Puis ils n'ont pas capitalisé sur le mobile. Tu sais, quand on dit comment important que c'est de capitaliser sur le mobile, mais Flickr, ils savent comment important que c'est. Alors, grosso modo, ça, c'est difficile à mesurer parce que le montant de données est vraiment astronomique. C'est qu'on essaie de mesurer à quelle vitesse que les données sociales croient. Et en ce moment, c'est que le chiffre de base qu'on a, c'est qu'on a un doublement chaque année et demie de données sociales. Ça veut dire que si je produis une donnée sociale aujourd'hui, dans 5 ans, je vais avoir plus que 10 fois plus de données sociales que j'ai aujourd'hui. Dans 10 ans, je vais avoir 100 fois plus de données sociales que j'ai aujourd'hui. Puis dans 20 ans,
il va y avoir 10 000 fois plus de données. Alors, si vous pensez que vous êtes submergé, là, c'est rien. Et nous, on croit chez Naxology qu'il va y avoir simplement, dans 20 ans, il va y avoir une type de compagnie. En fait, toute la stratégie de notre entreprise mise sur le fait qu'il va seulement avoir une type de compagnie. Il va y avoir des compagnies qui ont su comment prendre avantage de la révolution des données sociales, et les autres vont avoir été achetés par ceux qui ont pris avantage. Sur le big data, c'est une révolution qui est complètement en ce moment disruptive. Comment on dit ça en français? Disruptive. Mais c'est grosso modo, c'est une aussi grande révolution, le big data, que la révolution de l'imprimerie. Alors, toutes les personnes qui disent en ce moment, ben, le big data, je m'en fous, mais tu te mets une position dans la position des gens qui écrivaient des livres à la main dans la révolution de l'imprimerie. Puis, ben, non, on va continuer à écrire des livres à la main, on va juste embaucher plus d'écrivains, puis on va achever. On va faire compétition aux imprimeries. C'est un peu ça aujourd'hui, le dilemme qu'on a. Donner une idée, qu'est-ce que ça veut dire en chiffre d'affaires? Okay, ça vient du Gartner Wave sur les Big Data. C'est que le marché d'analyse des médias sociaux en 2011, c'était un marché de 76 millions. En 2016, ça va être un marché de 4,4 milliards. C'est une croissance de 3800 %. Ah, pardon, 5600 %. Ça, c'est un beau taux de croissance. OK? Et nous, on est de ça, 76 millions. Naxology, on a un petit million là-dedans. Alors, mais, ça, c'est du Gartner de l'an dernier, de 2013. L'analyse des médias sociaux, l'analyse des données sociales, déjà, vous êtes familier avec le Gartner Hype Curve? Que je vais expliquer le Hype Curve un petit peu. Le Hype Curve, c'est une façon qui est maintenant standardisée d'évaluer les technologies et le taux d'adoption des technologies par les commerces. Alors, puis Gartner a un sens de l'humour. Quand tu vois le pic, alors toutes les technologies vivent un cycle comme celui-ci. Que ce soit une nouvelle technologie d'auto, une nouvelle technologie d'information. Alors, le pic en haut, c'est qu'on appelle le peak of comment je vais dire? Inflated expectations. Ça veut dire que Big Data, ça va tout résoudre. Aux États-Unis, je dirais, le pic du Big Data a déjà passé. Au Québec, on n'a même pas commencé encore. Et déjà, aux États-Unis, on commence à réaliser que ça ne va pas résoudre tous tes problèmes. J'achète des nouveaux serveurs Greenplum, je prends plus de stockage, puis est-ce que ça va transformer ma business? Non. Les gens ont fait d'énormes investissements, puis alors, évidemment, il y a quelque chose qui manque. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que chaque technologie vit ce qu'on appelle le trough of disillusionment. C'est mais j'ai acheté puis ça ne marche pas. Puis là, c'est dans ce trough of disillusionment, souvent, qu'il va y avoir des tonnes de compagnies dans le big data, etc., qui vont faire banqueroute. Et après ça, quand tu vois le plateau en la fin, ça, c'est quand les IBM embarquent dedans. Puis ils vont acheter les petites compagnies qui n'ont pas fait de banqueroute. Puis là, tu vas avoir les gros qui vont commencer à offrir des offres là-dedans. Et nous, avec le Social Data Analytics, on est en train de tomber dans le plein du trough of disillusionment. Mais pourquoi? La plus grande raison, ça n'a rien à faire avec la bande passante. Ça n'a rien à faire avec l'infrastructure. Ça n'a rien à faire avec le montant de données. C'est que McKinsey prédit qu'il va y avoir besoin d'un autre 1,5 million de personnes qui savent comment manipuler les données. Qu'est-ce qui cause la faillite tout de suite ou le problème avec le trough of disillusionment? Ça n'a rien à faire avec la technologie elle-même. S'il n'y a pas assez de travailleurs du data dans l'économie américaine. Alors, si vous voulez une job là, pour les prochains 10 ans, très, très bien payé, commencez à faire du big data tout de suite. Parce que c'est une des plus grandes raisons qu'on veut changer les lois d'immigration aux États-Unis. Pour laisser rentrer des experts du big data de l'Inde, de la Chine, partout, de la Russie, surtout, ils sont très forts, pour venir aux États-Unis parce qu'il y a un manque de personnel et c'est ça qu'est-ce qui cause les problèmes avec la technologie en ce moment. Alors ça, c'est une opportunité pour tout le monde qui est dans la salle.
Parce que vos clients aux États-Unis et les clients partout, ils vont le demander bientôt. La bonne nouvelle, c'est que les technologies du big data, qui avant demandaient une connaissance de la mathématique, connaissance de la statistique, deviennent de plus en plus faciles à utiliser. Et si tu veux, la preuve, c'est que, je ne veux pas dire que c'est nécessairement la preuve, mais on travaille avec des personnes, on amène le big data à des conférences. Alors même des gens qui sont des organisateurs de conférences, ce n'est pas des mathématiciens, ce n'est pas des statisticiens, mais on arrive à monétiser le big data avec toutes sortes de personnes aujourd'hui. Je confirme. Alors, dans Forbes, puis est-ce que vous avez entendu parler de Is Data the New Oil? Wow, OK. So, c'est paru dans Forbes, évidemment, mais aux États-Unis, vraiment, il y a eu une ruée vers l'art du data. Dans le sens que si vous pensez à la valeur boursière de Facebook, tout le monde disait ça n'a pas de sens, ça vaut des milliards, où est-ce que les revenus n'étaient pas à l'affiche? Il y a une façon très facile d'arriver à une évaluation boursière de Facebook. Grosso modo, ils ont 1 million de profils. 1 milliard de profils. Mais comment tu penses ça coûter pour ramasser ton profil Facebook? Si moi, je serais la GRC puis je me dirais, je vais avoir toute l'information que tu as sur Facebook. Ça coûterait combien d'argent à la GRC pour ramasser cet argent? Tes amis, toutes tes photos, tes préférences religieuses, ton adresse, ton numéro de téléphone, ton courrier électronique. Ça serait des milliers de dollars par profil. Alors, l'évaluation boursière de Facebook, grosso modo, là, on ne compte pas les revenus, on ne compte rien. C'est qu'on met ton profil Facebook, on met une valeur de 25$. Puis là, tu as le 25 milliards de Facebook. If a product is free, you are the product. C'est vos données qui font la valeur de Facebook. Ça, c'est le big data. On pense que Facebook, ce n'est pas une compagnie de big data, mais c'est l'ingénierie de Facebook, c'était les pionniers du big data. Ils utilisent votre profil pour vendre des pubs Facebook. Alors, moi, je dis que le pétrole, le data, ce n'est pas le nouveau pétrole. Par exemple, le pétrole, les données tombent du ciel en ce moment-là. Il y en a trop. Le pétrole, maintenant, c'est assez rare. Il faut aller le chercher un peu partout. Mais il y a beaucoup de similarités entre l'économie qu'on est en train de planifier, l'économie du data, et l'économie du passé, qui était l'économie du pétrole. La première chose, c'est que sortir les données, l'extraction du pétrole, c'est la première job. Tu sais, ces petits pétroles, c'est pas comme de l'eau. Il faut qu'on creuse un trou. Souvent, on va les creuser de plus en plus loin, puis c'est plus difficile de sortir le pétrole. Alors, la première job des données sociales, c'est d'aller les chercher. Alors, quand la donnée sociale est chez toi, elle n'a presque aucune valeur. Okay? Le génie de Facebook, c'est que les mêmes données que vous avez données gratuitement à Facebook, même dans certains pays aujourd'hui, mais dans l'Allemagne de l'Est, c'était... les gens t'ont torturé pour ça. Who are your friends? Show me pictures of your entire family. Les gens sont torturés dans certains pays pour cette information-là. Et vous, la donnée gratuite. Alors, le premier génie du big data, c'est de truquer, si tu veux, les gens à donner leurs données personnelles gratuites. Puis avant Facebook, il y a beaucoup de personnes qui ont tenté. MySpace a tenté, Friendster a tenté. C'est tout été des échouements. Dans le monde du start-up, c'est seulement 18% des startups qui réussissent la première fois. Alors, tu sais, quand tu commences une startup, là, les chances sont 88% que tu ne vas pas réussir. Banqueroute dans les premiers 2 ans. Alors, il y en a eu beaucoup qui ont essayé avant Facebook, mais c'est Facebook qui a eu le génie de commencer dans les universités puis faire une masse assez importante pour attirer les autres. Parce qu'il y a un concept dans le big data qui s'appelle data gravity. Ça veut dire que les données prennent de l'importance. Le plus de données que tu as, soudainement, les données, quand tu peux faire des mesures d'ensemble avec les données, la donnée elle-même augmente, la donnée à l'unité augmente en valeur avec le plus de données que tu as. Ça va un peu à l'encontre
de qu'est-ce qu'on pense de comment mettre des prix sur des produits. La deuxième partie où on peut acheter, on ajoute de la valeur au data, c'est un peu comme le pétrole aussi. C'est bien beau, tu as fait un trou dans la terre, il y a du pétrole qui sort, qu'est-ce que tu fais avec? Si tu n'as pas l'infrastructure déjà créée pour acheminer le data au marché, le pétrole, il ne vaut rien. Il vaut beaucoup moins. Alors, toutes les compagnies de pipeline, puis ça maintenant, quand on parle l'équivalent dans le data, c'est Amazon, où on stocke tout dans le cloud. Ça, c'est la couche, si tu veux, où ils vont acheminer le data et le stocker. De la même façon que les compagnies de pipeline font en ce moment. Alors, c'est une valeur ajoutée au pétrole, c'est une valeur ajoutée au data. Mais même vous, dans votre entreprise, le coût de stockage des données, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. On avait tous les CIO ici, c'est quelque chose qu'eux parleraient couramment. Alors, avant que la donnée soit utile, il y a tellement d'étapes à faire. Parce que même si je te donne un Twitter pipe, okay, qui connaît qu'est-ce que c'est le Twitter Firehose? Okay, Twitter Firehose, c'est les 400 000 tweets la minute de Twitter. Ça coûte environ 200 000 $ par mois. Je te donne un Twitter Firehose. Est-ce que, premièrement, vous avez même la bande passante pour l'accepter? Est-ce que vous avez assez de gars pour mettre des disques durs chaque jour pour stocker tout le Firehose? Alors, tout de suite, il y a tout un travail à faire qu'il y a seulement certaines compagnies qui peuvent le faire. Pareil comme le pétrole. L'autre chose, c'est que les données sont sales. Est-ce que vous étiez au courant de ça? 40% des followers des Fortune 500, c'est des robots. C'est des petites majoritairement, c'est des petites compagnies de marketing. Ils ont dit, hey, je vais avoir 10 000 followers dans 6 mois. Pas de problème, ça coûte 5 $ sur Fiverr, 10 000 followers. Puis il y a certains politiciens, surtout les républicains, qui sont vraiment frais à verre, où Newt Gingrich, c'est seulement 10 % de ses followers, c'est des vraies personnes. Vous riez, mais Pauline Marois, c'est la même chose. Elle avait fait affaire à une compagnie de marketing qui a fait monter sa page Facebook. Elle a eu 2000 amis dans une semaine. Devinez où ses amis étaient? Pakistan. Tu veux des followers, on peut t'en acheter, c'est vraiment pas cher. Alors, la compagnie de marketing charge 10 000 $ pour une campagne de marketing, 5 $ à Fiverr, pas pire marge. Okay? Mais ça, à la fin, ça vous rattrape. Puis à la fin, quand vous vous demandez, ouais, pourquoi personne ne relike mes posts? Pourquoi il n'y a personne qui me retweet? Mais c'est tous des robots, majoritairement, qui ne sont pas tes amis. Alors, quand on fait le nettoyage des données, c'est comme le pétrole. Ah, ça, c'est un de mes préférés. C'est un site web où on peut aller visiter en temps réel les friends de Mitt Romney qui sont en train de le délaisser. Okay, ça s'appelle Disappearing Romney. OK? Et il y a eu la même chose qui a été faite pour Yann Ghomeshi. Alors, puis ça, c'est grosso modo, c'est un travail humain que Facebook, Google doit faire. Puis ça, on en a parlé un peu cette semaine. Google embauche des centaines de personnes pour vérifier à la main quels sont des robots, quels sont les pas. Parce qu'il n'y a pas tout de suite des algorithmes assez puissants pour trouver les robots artificiels, d'une façon artificiellement. Alors, faites attention si vous achetez des cheap followers pour vos clients. C'est une grosse erreur. L'autre chose, c'est que juste en 2013, puis ça, c'est un peu le succès, c'est la victime de ses propres succès, le montant de spam dans les médias sociaux a augmenté d'un facteur de 355 % dans 6 mois. Alors, le pétrole, si tu dis, OK, j'achète un baril de pétrole sur le New York Stock Exchange. C'est beau, tu habites à Outremont, j'arrive, je te donne ton baril. Qu'est-ce que tu fais avec un baril de pétrole brut là, à Outremont? Tu fais un barbecue. Le baril a probablement plus de valeur pour toi que le pétrole. Si vous achetez un paquet de données sociales ou si vous prenez des données sociales, puis vous n'avez pas fait le travail pour les nettoyer, ça n'a aucune valeur presque. Ça devient un des plus gros problèmes des données sociales.
Et c'est pourquoi beaucoup de films, en fait, ont dit, mais c'est inutile, le social, ça n'a pas de sens. J'ai investi X montant de dollars dedans, ça ne m'a donné rien. On entend ces histoires toujours, c'est facile maintenant de dire que le social, c'est que du bruit. Mais c'est parce qu'on n'a pas les outils ou les personnes ne prennent pas les outils pour faire le nettoyage des données. Puis encore, il y a un parallèle complètement avec le pétrole. Le pétrole brut, ça n'a aucune utilité pour personne, sauf les raffineurs. C'est les seules personnes qui achètent du pétrole brut. Après qu'on a fait le raffinement des données, mais ça a une sorte d'utilité pour les gens. Dans le sens que, immédiatement après la raffinerie, mais je peux produire de la kérosène pour les avions, du diesel pour les camions, de la gasoline pour les autos. Mais c'est, disons, la première étape. Et c'est la même chose avec la valeur pour trouver des nouveaux clients, tout ça. Il y a un travail énorme qui doit être fait de raffinement. Et ça, en ce moment, les personnes qui font du marketing ne sont pas outillées pour le faire. Il y a très, très, très peu d'outils dans le marché en ce moment. Comme quand tu utilises Simply Measured, c'est beau, ça va mesurer les impressions, etc., mais tu ne vas pas être capable de nettoyer avec Radiansys, avec Simply Measured, tes données sociales. Si tu as un paquet de bots, puis ton engagement est très peu, très peu de gens qui te retweetent, on n'est pas outillé en ce moment pour aller nettoyer ça. Puis c'est seulement quand on a nettoyé, puis on a une vraie communauté, qu'on commence à voir les fruits des campagnes sociales. Ça, c'est un peu la même chose que le pétrole, un peu la même idée. Okay? Mais là, je veux comme mettre des cas comme sur l'exologie que nous, on a vraiment converti. Alors, on commence avec la population brute. T'sais, on prend un hashtag que toute la population parle, Paul QC, Asnat ou même Gomeshi, tu peux prendre tout ça, puis tu dis, on prend tous les gens, on ne fait pas de filtrage initial, on prend toute la discussion. Par exemple, sur la GGI, c'est 2,1 millions de tweets. Okay? Il y a beaucoup de choses où le plan Nord, c'est à 100 000 tweets à propos du plan Nord. Alors, si vous voulez aller vendre aux gens qui vendent le plan Nord, si vous avez des clients miniers, mais il faut aller voir qu'est-ce qui se dit pour vos clients, mais c'est un travail énorme parce qu'il y a énormément de bruit. Et après ça, il faut avoir une sorte de technologie, puis ça, tout de suite, les gens le font beaucoup à la main. Mais la bonne nouvelle, c'est que de plus en plus, il y a des suppliers qui vont aider les personnes en marketing à faire du filtrage intelligent. Et de plus en plus, il va y avoir du filtrage intelligent qui va être déjà fait pour vous. Pour que la donnée sociale ait une plus grande valeur. Et, par exemple, tu peux aller trouver des votes. Ça se fait tout le temps. Right? Pour un politicien, un vote, c'est un achat. Les politiciens pensent au marketing. Et pour un politicien, sortir toutes les personnes qui diront dans le référendum en Écosse, qui disaient « Ah, je ne sais pas », etc., les médias sociaux ont joué un énorme rôle à rapetisser l'écart en Écosse. Parce qu'on sait très bien, 3 semaines avant l'élection en Écosse, il y avait un écart de 10 %, et quelques jours avant l'élection, c'était un écart de quelques pourcentages. Puis à la fin, mais il y a eu beaucoup de personnes, surtout plus âgées, qui sont venues voter, qui ont fait qu'il y a eu un écart encore plus grand. Mais c'est des gens qui ont été, que quand tu dis sur Twitter, je ne sais jamais comment voter, j'ai aucune idée, il y a eu un marketing relationnel qui a été fait tout de suite sur Twitter, après qu'il y a eu un filtrage, puis les gens disent oui, on dit « OK, on peut vous aider. Est-ce que vous avez besoin d'informations? Vous avez besoin d'un lift pour aller voter. » Puis ça peut être fait en temps réel. Où on passe de centaines de milliers. Et le cas sur lequel on va discuter avec ces deux, c'est littéralement comme ceci. On a pris 140 000 tweets. Okay, on a tout pris la Suisse. On fait une conférence à Zurich, on dit on prend tous les tweets qui sortent de la Suisse avec certains profils. C'est 140 000. Puis après ça, on a fait des filtrages pour arriver à quelques centaines. Puis ces gens-là, il y a une très grande probabilité de ces gens-là que c'est des gens qui seraient intéressés par le profil que tu as, par ton produit, par ton parti politique. L'autre chose qu'on fait, surtout pour les films de PR, c'est de trouver des influenceurs.
très facile à faire parce que c'est souvent les personnes qui font le plus de bruit. Alors, normalement, c'est des personnes qui veulent être trouvées. Pour faire la politique, en fait, il faut qu'on enlève ces gens-là. Parce que dans la politique, tu veux qu'est-ce qu'on appelle le long tail. Tu veux monsieur, madame, tout le monde qui ne font pas beaucoup de bruit, ça se fait qu'ils vont poser une ou deux questions. Alors, souvent, les filtres, c'est enlever les influenceurs pour aller chercher les consommateurs. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait avec C2 en ce moment aussi. Parce que les personnes qui vont acheter des billets de C2, c'est pas pareil comme les speakers qui vont parler à C2. Et alors, on a souvent des personnes qui font beaucoup de bruit, qui seraient des super bons speakers à C2, mais ce n'est pas vraiment les clients. Évidemment, trouver des consommateurs. Right? Et tantôt, quand on a fait l'introduction, on a parlé de les plaintes sur les médias sociaux. Les plaintes sur les médias sociaux, en fait, le taux de conversion de plaintes à nouveaux clients, c'est comme 50 à 60 %. Si une personne se plaint de ta brand, ce n'est pas un problème, c'est une opportunité parce que la majorité des personnes-là, ils n'ont pas abandonné ta brand. Alors, il faut arrêter l'idée que « Oh mon Dieu, c'est négatif, il faut que je m'en débarrasse ». Non. Quand c'est négatif, il faut que je redouble l'effort pour les convertir parce que statistiquement, ces gens-là, c'est des personnes qui redeviennent les clients à 50 ou 60 %. Alors, qui fait un bon job avec ça? C'est Vidéotron. Vidéotron, tu fais une plainte sur le compte Twitter de Vidéotron, tu as une réponse sur Twitter dans moins qu'une journée. Hein? 30 minutes? Tu viens de Vidéotron? Ça s'est beaucoup amélioré. Mais, tiens, ils font une très bonne job. Puis dans le monde du cable cutting, ils veulent garder leurs clients. Alors, une plainte sur les médias sociaux, ce n'est pas quelque chose de négatif. Si c'est quelqu'un qui croit encore à ta brand, qui n'a pas coupé le fil, qui veulent t'informer. Des fois, ils sont en calice, on est d'accord. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est un énorme outil de rétention. L'autre chose, si vous avez des clients ici, surtout pour les projets pétroliers, projets miniers, etc., ce qu'on appelle en anglais l'analyse des parties prenantes ou l'analyse des stakeholders. Anciennement, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on faisait, les compagnies minières arrivaient dans le village, ils parlaient avec la chambre de commerce, ils faisaient un tour de table, une soirée à 7 h le soir ou 5 h le soir, où on a fait une consultation publique. On était au hall municipal, puis si les gens ne sont pas pointés, bien, too bad. Checkmark, consultation publique faite. Mais si toi, tu habites et tu consommes l'eau à 150 km de la mine, puis ton eau va être contaminée, ça se peut que tu ne seras pas te rendre au conseil municipal à 5 h le soir pour rencontrer les miniers. Ça se peut que tu n'as pas vu la pub dans les journaux. Ces gens-là, c'est les gens qui vont tuer les projets dans 1 an et demi plus tard. C'est des tribus amérindiennes que souvent ne sont même pas appelés à la table. Mais si vous pensez que les Amérindiens ne sont pas sur les médias sociaux, vous faites une erreur énorme. Parce qu'ils sont, puis ils sont en force. Juste un petit, pour toutes les personnes qui travaillent dans les compagnies minières, etc., 50 % des Amérindiens ne vivent pas sur la réserve, vivent dans les villes. Et 50 % de la population amérindienne, c'est au moins de 30 ans. Ça veut dire que 25 % de la population amérindienne au pays vivent dans les villes et ont au moins de 30 ans. Qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Ils tweetent. Ils sont sur Instagram. Alors, les parties prenantes, c'est encore un peu la même chose. C'est que quand on fait le filtrage, quand on regarde la masse des données, c'est clair qu'il va y avoir beaucoup de personnes qu'on va dire que c'est des activistes professionnels. Mais ça, c'est facile de les enlever quand on enlève les influenceurs. Évidemment, B2B. Le B2B, c'est du marketing qui est assez difficile à faire, mais on commence en ce moment à faire beaucoup d'avancées dans les leads B2B. Parce que souvent, le B2B, ce n'est pas vendre une bouteille de shampoing, c'est vendre un projet de 200 000 $ ou de vendre une grosse technologie. Alors, le B2B, ça prend plus d'efforts, mais le cost of sales, normalement, pour le B2B, est toujours plus grand aussi. Ça veut dire qu'on peut mettre plus d'efforts pour un lead, et croyez-moi, il y a des leads de B2B sur les médias sociaux. Par exemple, on a une personne qui fait du outsourcing technique. Il y a des tonnes de compagnies chaque jour qui posent la question, où est-ce que j'embauche
une personne qui fait du MySQL? Où est-ce que j'embauche une personne qui fait ceci? Qui pose les médias sociaux? Si vous vendez de l'expertise informatique, vos leads sont là. Il faut simplement avoir encore le filtrage pour être capable d'aller, si tu veux, ville par ville. On peut faire ça aujourd'hui. Ça s'appelle un geo-hose en Twitter. Ça veut dire qu'on peut prendre tout le monde à Levis, si tu veux, ou tout le monde à Abitibi-Témiscamingue, puis dire qu'est-ce que ça se dit là-bas. Alors, on peut commencer à aller géographiquement. Puis en plus, il y a des compagnies qui ont fait à la main, initialement, qui ont évalué à la main 100 millions de comptes Twitter. Puis en fait, ils ont fait des systèmes de machine learning, encore du big data, pour évaluer tout. Ton profil, ton industrie, ton genre, si tu es une personne ou une compagnie. Alors, on commence à être capable d'évaluer maintenant avec les mêmes critères qu'on utilisait pour faire le marketing traditionnel, pour trouver des leads. Et évidemment, le dernier, mais c'est de trouver des terroristes. Parce qu'eux, ils veulent terroriser les gens. Alors, ils vont dire qu'est-ce qu'ils font. Alors là, vraiment, quand tu cherches les terroristes, les problèmes de sécurité, c'est vraiment dans le 1 sur 50 000. Quand on parle de réduction là, de bruit de fond, c'est qu'il y a 50 000 choses qui parlent du terrorisme pour chaque terroriste, à peu près. Là, tu as besoin des outils qui sont très, 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 très performants dans le filtrage. L'autre niveau des données, c'est vous. C'est qu'est-ce qu'on additionne aux données. Quand tu manges un Twinkie, là, est-ce que tu penses que tu manges quelque chose qui a été fait par une vache? Puis quand tu manges un Twinkie, c'est des produits pétroliers. Tu sais, le Coffee Mate, là, il n'y a pas une vache qui a marché à 100 000 du Coffee Mate. C'est vraiment du pétrole qui initialement commence avec des produits dérivés comme la vaseline, qui était c'est mangeable. Il y avait ça en anglais petroleum jelly, parce qu'initialement, il dit hey, on peut faire quelque chose de mangeable avec le pétrole. Okay. Le Coffee Mate, c'est un autre niveau, mais ça a pris un peu. Ils vont mélanger avec d'autres substances, avec de l'édulcorant. Puis là, tu mets ça dans ton café, mais c'est du pétrole. Puis un Twinkie, mais c'est du Coffee Mate, du sucre, puis un peu de farine. C'est quoi que les Twinkies, ça dure environ, tu sais, que s'il y a une guerre nucléaire, on va te réduire, nous, à aller chercher des Twinkies dans le dépanneur. C'est la seule chose qui ne pourrit pas. Okay? Alors, quand tu manges un Twinkie, mais à chaque niveau, il y a plus de branding. On combine avec d'autres substances. On combine avec du design. Toutes les autres choses qui font monter en valeur le pétrole, c'est vous. C'est du marketing, c'est du design, c'est de l'intelligence humaine qui s'additionne à la matière brute. Et aujourd'hui, la matière brute, c'est plus le pétrole, ça va être le données. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que souvent, dans toutes vos compagnies, la matière brute, vous l'avez en dedans de vos serveurs, vous ne savez même pas. C'est les données internes à votre compagnie qui va devenir le nouvel or, et souvent, les personnes voient ça comme « Ah, merde, il faut que j'héberge toutes ces données-là, je ne sais pas quoi faire avec, ça mange du temps. » C'est ça, le nouvel or. Mais il faut juste savoir comment aller chercher. Okay? C'est comment le distribuer à fait. Comment le stocker. C'est certainement moins cher dans sa version la moins raffinée. Mais ça prend, à chaque étape de raffinement, vous pouvez charger plus. Alors, le futur, ça va être de faire des produits de données. Et là, une fois qu'on a fait le nettoyage et qu'on a fait, si tu veux, un raffinement, il y a des tonnes de produits de données qu'on peut commencer à créer. Je vais passer ça à Martin. Merci. Bonjour tout le monde. Qui connaît C2 ici? Qui est venu à C2? Bon, je vais faire un pitch de vente premièrement. Bon, C2 Montréal, ça a été créé il y a seulement 3 ans dans le but de faire une conférence sur le commerce et la créativité. Donc, C2 veut dire commerce et créativité. C'est pourquoi l'événement a été créé? Premièrement, pour donner une plateforme différente à des gens d'affaires de connecter et de parler d'innovation et de créativité. Il y a énormément de bruit sur la planète en ce moment quand on parle d'innovation et créativité. Généralement, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens vont dans un événement, parlent à quel point que la créativité c'est important, qu'il faut investir dans la créativité, reviennent à leur entreprise, n'ont aucune idée quoi faire pour implanter la créativité et l'innovation. Donc, C2 a été créé comme une plateforme pour tenter d'enseigner les gens d'affaires comment utiliser l'innovation et la créativité dans leurs entreprises et également connecter ensemble. Donc,
En 2014, on a eu 4000 participants venant de 27 pays. On a eu des conférenciers de renom. En 2014, par exemple, on avait James Cameron, on avait Tony Chizappos et de très nombreux autres. Dans le passé, on a eu également Francis Ford Coppola, Richard Branson et compagnie. Et on se focus sur 4 piliers très importants. Mais le plus important dans ces deux, c'est le fait que c'est impossible à vendre. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas une conférence pharmaceutique, on n'est pas une conférence d'automobile, on ne parle pas de marketing, on parle de créativité et de commerce. Donc, à qui qu'on parle? Honnêtement, on ne sait même pas nous-mêmes parfois. Donc, on doit tenter d'amener des gens de partout sur la planète à venir parler de sujets, mais on ne fait pas dans aucun profil traditionnel sur comment approcher une clientèle quelconque. Donc, si on regarde l'année dernière, je vous dis, on a 27 pays, 57 de cadres supérieurs gestionnaires seniors, 33 de chefs de direction, 10 professionnels. Ça ne veut absolument rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a des gens de tout poste, toute industrie qui viennent à un événement ensemble. Et qu'est-ce que ça veut dire également? C'est qu'on a eu 24 industries représentées, 710 compagnies internationales et 140 compagnies locales, des PME à des compagnies du Fortune 500, 40 qui viennent de l'extérieur du Canada. Mais qu'est-ce qui est surtout intéressant, c'est que depuis que ces deux ont été créés, on a littéralement tenté toute stratégie qui existe en marketing pour attirer des clients. L'année dernière, on a fait 28 000 appels à l'extérieur du Canada pour attirer des gens. Combien de billets vous pensez qu'on a vendu? Est-ce que tout le monde qui pense qu'on a vendu au moins 1000 billets là-dessus? 50? 5 billets. On a eu une équipe de vente au téléphone pendant 1 an qu'on a investi de plus de 100 000 pour vendre 5 billets. À 3 600 le billet, ce n'était pas un investissement très rentable. Puis, on a continuellement tenté de comprendre, OK, c'est qui vient à l'événement et pourquoi. Et généralement, nos ventes de billets vont extrêmement bien. Nos ventes de partenariats vont extrêmement bien. C'est juste qu'ils viennent à nous. On ne sait même pas pourquoi ils viennent à nous. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec Nexology pour tenter de comprendre, premièrement, c'est qui nos clients, pourquoi ils viennent à l'événement, pourquoi ils veulent venir à un événement comme ces deux. Autant les clients de Montréal, les clients du Québec, du Canada, de l'extérieur du Canada, c'est quoi qui les attire, c'est quel type de personnes qui veulent venir à l'événement. Puis juste pour se compliquer la vie un peu plus, on a décidé de lancer des événements internationaux. Donc, on a fait un premier événement à Zurich il y a 1 mois environ. On a fait un à Milan la semaine dernière. On en fait un à Amsterdam et Copenhague début 2015. Et on s'est dit, on va faire connaître ces deux, on va faire parler de ces deux un peu partout sur la planète. Comme ça va être plus facile pour nous de les ramener. On ne sait pas plus comment se vendre là-bas. Les gens viennent encore à nous, mais c'est surtout, entre autres, grâce à ce que Nexology a fait pour nous qui nous permet de le faire. Donc, on a une clientèle extrêmement large. On a un immense territoire géographique. On vend à tout le monde sur la planète. On se veut avoir un pourcentage, idéalement, de 50 du monde qui vient du Québec, 50 qui vient de l'international, du reste du Canada. Donc, on doit cibler littéralement la planète au complet dans nos campagnes de pub. On a quand même un start-up et une très petite entreprise. À l'année, ces deux, on est 15 personnes. On monte à 450 personnes pour l'événement, les bénévoles, les gens qui travaillent pour nous, mais quand même, au mois de juillet, quand on parle de comment on va vendre l'événement l'année prochaine, bon, on est 5 autour de la table. Donc, c'est pas comme ça on est une immense équipe qui peuvent partir et faire le tour de la planète. On a également l'approche, je me disais, multi-industrie, puis aussi le fait que le prix de billet est quand même cher. C'est quand même une conférence qui se veut avec un taux, qui veut chercher une clientèle qui peut se le permettre, mais qui trouve que l'investissement en créativité vaut la peine de se le permettre. Donc, qu'est-ce qui a été fait avec Nexology? C'est de tenter de se servir des données sociales, de qu'est-ce qu'on a appris sur qui est la clientèle qui vient à ces deux, en se servant des tweets passés, de Facebook et compagnie, de toutes les données des gens qui sont venus, de comprendre c'est qui ces gens-là, pour tenter de bâtir un profil d'analytique de, OK, quand on fait une campagne de pub, bien, on devrait cibler ces gens-là, mais d'aller même à un niveau aussi clair que de recevoir une liste Excel de Claude qui dit, voici 200 noms de personnes qui devraient être intéressées. Et by the way, leurs intérêts de chaque personne-là, c'est ABC. Cette personne-là, c'est automobile, créativité et yoga. Donc, quand on l'appelle, on peut lui dire, en passant, on a des séances de yoga le matin. Donc, ça donne un angle personnel aux gens et qui se reconnaissent directement dans l'appel. Et au lieu de faire un cold call, comme je disais, comme on a fait l'année dernière, bien là, on appelle les gens disant, bon, on va parler de choses qui t'intéressent à toi précisément et qui viennent te toucher à toi précisément.
Aussi, dans nos campagnes médias, dans nos campagnes de réseaux sociaux qu'on fait, on s'est aperçu qu'il y a énormément d'événements sur la planète, surtout les conférences internationales. Il y a énormément de choses qui se passent sur la planète à tous les jours sur différents sujets. Beaucoup de ces choses-là, nos conférenciers en ont parlé dans le passé ou vont en parler cette année, ou certains de nos collaborateurs ont écrit du contenu. Généralement, dans le passé, ça nous prenait à peu près 3 mois pour réaliser, dire « Hey, il y a eu Fashion Week à New York il y a 2 mois, on avait eu tel conférencier, on aurait dû faire un article là-dessus. » Maintenant, ça nous permet de suivre en temps réel les trending subjects dans d'autres conférences, dans d'autres industries, dans d'autres pays également. Comme ça, on peut immédiatement s'intégrer dans la discussion et aussi, pendant notre événement, de même savoir c'est quoi que les gens sont vraiment intéressés ou, comme disait, la gestion des plaintes. Si les gens trouvent que les toilettes sentent mauvais, bien, ça serait le fun qu'on le sache avant la fin de l'événement. Si les gens trouvent que le conférencier sur le stage en ce moment est extraordinaire, bien, on va peut-être tenter de faire en sorte que sa conférence dure un peu plus longtemps ou qu'on va le convaincre de venir faire un workshop ou un laboratoire avec nous pour passer la conférence. Donc, en comprenant vraiment les données, ça nous permet de, trouver c'est qui notre clientèle, changer notre stratégie de marketing et de publicité, de mieux comprendre c'est quoi les sujets d'actualité sur la planète et de mieux comprendre notre événement en tant que tel. Donc, par rapport à… Claude, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à… Je pense qu'il y a tellement… Chez C2, c'est probablement un peu comme chez vous, mais il y avait tellement une richesse de données. C'est vraiment l'art, là. Comme l'événement est très bon, les gens qui viennent sont engagés. Et il y avait, je pense, en tout, 35 000 tweets sur 3 ans. Et c'est difficile d'analyser 35 000 choses écrites par au-delà de 5 000 personnes. En moyenne, les gens tweetaient 5 fois durant la conférence quand ils venaient. Alors, ça, c'est un exemple parfait. Les données internes qu'il y avait sur la conférence n'étaient pas utilisées. C'était comme, c'est un peu, c'est littéralement comme faire du data mining. On ne rigole pas, là. Il y a une ressource première à l'interne, puis c'est très riche. Puis je pense qu'on va faire des choses encore plus intéressantes cette année. Puis même, une chose que personnellement me plus enragé et rassuré en même temps, c'est que pendant nos conférences, on mettait des photos sur Twitter en disant « Richard Branson vient de dire ça » et en disant que c'est la quote de la conférence. On s'est aperçu que c'est jamais la quote que nos clients retweetent. Donc, nous, on disait « Yeah, il a dit ça », mais tous nos autres clients disaient d'autres choses. Donc, on s'est aperçu qu'on était même déconnecté de notre propre réalité. Bien, il y avait toute l'énigme Cindy Gallup. Oui, aussi. Ça vous dit quelque chose, Cindy Gallup? Sa conférence commence en parlant de sexe en affaires. Donc, c'est un peu controversé. Mais c'est une personne qui était… elle a une des conférences des 10 plus visionnées sur TED. Et Cindy Gallup, alors c'était pas une personne qui était comme James Cameron, qui a un énorme pouvoir média derrière lui, comme Richard Branson, Michael Eisner, qui a Disney derrière lui. Là. Donc, quand lui dit quelque chose, c'est Disney qui le dit, si tu veux, d'une certaine façon. Cindy Gallup, c'est une femme qui fait une petite start-up, qui a la difficulté à récolter des fonds pour sa start-up. Mais qu'est-ce qu'elle dit est tellement pertinent, puis la façon qu'elle interagit avec les gens est tellement réelle, vraie, tout, que sur les médias sociaux, elle est sortie comme la grande gagnante de loin. Et ça, c'était des données internes. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci. Une question en rapport, quand vous collectez cette masse de données-là, est-ce que vous faites une analyse, une segmentation quelconque? Comment vous organisez ça de façon brute? Très, très bonne question. Souvent, là, la collecte de masse de données, nous, on fait souvent un kick-off. Vraiment parce qu'à l'interne, souvent, la connaissance du client, la connaissance de votre marché, c'est vous qui l'avez. Mais vous ne savez pas comment formuler ça dans une requête. Alors, une requête, c'est souvent assez complexe à faire. Allez dire que je veux, par exemple, avec C2, on a mentionné qu'on va aller chercher toutes les autres conférences. Alors là, on fait une analyse de 18 conférences mondiales sur les médias sociaux. C'est énormément de données. South by Southwest, c'est 3 millions de tweets dans 4 jours. So, l'idée, c'est que c'est une très bonne idée, avant que tu fasses une campagne de médias sociaux ou d'analyse de données, qu'on fait un kick-off pour comprendre et juste faire un bon brainstorming, prendre les points de vue de tout le monde. Ce n'est pas tout le monde, tous les points de vue qui doivent rester. Mais au moins, il n'y aura pas de blind spot. Parce que le pire, c'est qu'une fois qu'on commence une analyse de données, on ne peut plus. C'est très cher en temps et en montant d'aller additionner des nouvelles données ou l'enlever, c'est facile.
Mais d'en mettre des nouvelles, on change la structure de l'étude. Alors, c'est plus important de faire un bon brainstorming. La segmentation, en ce moment, c'est assez difficile. Il y a seulement Twitter, nous, qu'on peut faire une vraie segmentation comme traditionnelle. Hommes, femmes, âge, X montant. Les données sont sur Facebook, mais Facebook, c'est un peu un walled garden dans le sens que il y a seulement les données que les gens veulent donner publiques. Et ça, c'est très complexe. Alors, la segmentation je dirais, en segment traditionnel de marketing research est difficile à faire, mais comme Martin a dit tantôt, il y a d'autres segmentations qui sont très difficiles à avoir par la recherche marketing traditionnelle, comme les intérêts des gens. Alors, par exemple, si tu as un gars en Abitibi, tu sais, homme, 35 ans, qui habite l'Abitibi, est-ce que tu vas y parler comme un gars qui aime la chasse puis le hockey? Ça se peut qu'il aime tricoter. Right? Si c'est un fan du tricotage, il va le mettre, puis là, tu peux l'adresser comme il faisait avec les gens du yoga, mais tu as une façon directe d'aller l'adresser. Qui n'a rien à faire avec sa race, qui n'a rien à faire avec son âge, qui n'a rien à faire avec son sexe. Tu vas chercher les gens par leurs intérêts, puis ça vend beaucoup plus que les segmentations normales. Donc, en gros, c'est de faire une segmentation par association. On Ouais. trouve des intérêts et puis on regroupe. C'est beaucoup plus facile d'aller chercher par intérêt. OK. Merci beaucoup. D'autres questions? OK, merci Bon, beaucoup. merci beaucoup.